Chaque ride sur mes mains raconte une histoire que bien peu oseraient écouter jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, je vais tout vous dire. Car le silence protège toujours celui qui fait du mal, jamais celui qui en a souffert. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Madame Cécile Moreau. J'ai 88 ans et je suis née dans un petit village de la Creuse. Si vous voyez cette vidéo, c'est que le bon Dieu m'a laissé vivre assez longtemps pour partager une histoire que je garde en moi depuis plus de 70 ans. C'était en 1953. En France, on reconstruisait encore le pays après la guerre et l'espoir renaissait doucement. Mais dans notre village de Saint-Martin-des-Bois, les nouvelles arrivaient lentement et la vie suivait le rythme des saisons et des champs. Je venais d'avoir 16 ans quand ma mère nous a quittés. Une pneumonie. Aujourd'hui, cela se soigne avec des antibiotiques, mais à l'époque, c'était presque toujours une condamnation. En une semaine, notre maison est devenue silencieuse. Plus aucune odeur du savon qu'elle faisait elle-même avec des cendres. Plus aucun son de ses doigts sur la vieille guitare de son père. Mon père travaillait pour la SNCF, sur la ligne qui traverse le Limousin. C'était un homme bon, mais taciturne, incapable d'exprimer son chagrin. Après la mort de maman, il passait de plus en plus de temps loin de la maison, comme si les murs en bois faisaient résonner des souvenirs qu'il ne pouvait plus affronter. Ainsi, c'est moi qui ai dû m'occuper seule de mon petit frère Paul, âgé de 7 ans à peine. « Cécile, pourquoi maman ne revient jamais ?» me demandait-il presque chaque soir, ses petits yeux bruns pleins de larmes qu'il essayait de cacher. Elle est devenue une étoile, mon cœur. Une de celles qui brillent le plus fort. C'était tout ce que je pouvais dire, en lui brossant ses boucles avant qu'il ne s'endorme, comme le faisait maman. Les premiers mois, nous avons survécu comme on a pu. Je lavais le linge des voisins, je cuisinais des biscuits que je vendais au marché dominical et j'échangeais les œufs de nos poules contre d'autres denrées. La nuit, quand Paul dormait, je pleurais doucement dans l'oreiller qui sentait encore maman. J'étais une gamine qui luttait pour ne pas s'effondrer sous le poids d'un monde d'adultes. Tout a changé un après-midi d'octobre, lourd d'orage. Le train est arrivé plus tôt que d'habitude, signe que papa rentrait. Par la fenêtre, j'ai vu qu'il n'était pas seul. À ses côtés marchait une femme de taille moyenne, les cheveux bruns soigneusement coiffés, une robe à fleurs beaucoup trop voyante pour notre village modeste. Son rouge à lèvres vif accentuait encore plus son large sourire. « Cécile, Paul, venez, je vous présente Monique, votre nouvelle maman. » Sans prévenir, sans une seule conversation, mon père nous présentait la femme qui allait changer notre vie à jamais. Je suis restée figée sur le pas de la porte, hochant simplement la tête. Paul s'est caché derrière ma jupe, observant cette étrangère qui allait faire partie de notre famille. Monique s'est approchée, son parfum de jasmin lourd envahissant la pièce. Elle a passé sa main dans mes cheveux et dit « Enfin, j'ai la fille dont j'ai toujours rêvé. » Ses mots semblaient doux, mais ses yeux racontaient autre chose. Ce n'est que bien plus tard que je comprendrai quoi. Trop tard. Les premières semaines furent comme un rêve après un long cauchemar. De nouveaux rideaux, l'odeur des repas chauds à nouveau dans la maison, et des fleurs fraîches sur la table le dimanche. Monique semblait vouloir conquérir le cœur de papa, et aussi celui de Paul, qui s'est vite laissé charmer par ces histoires féeriques du soir. Peut-être, pensais-je en la regardant cuire les biscuits préférés de Paul,
peut-être que nous pouvons être heureux de nouveau. Et pendant un court instant, j'ai vraiment cru que Dieu nous avait envoyé un ange pour panser nos blessures. Papa souriait à nouveau. Il s'est même remis à jouer de l'accordéon le samedi soir, chose qu'il n'avait plus faite depuis la maladie de maman. Les gens du village disaient qu'il rajeunissait, qu'il avait l'air heureux avec Monique. Une sainte, murmuraient les femmes à l'église. Mais parfois, très brièvement, je surprenais des expressions sur son visage qui me glaçaient le sang. Comme ce jour où Paul a fait tomber, par accident, une petite tasse héritée de son arrière-grand-mère, selon elle. Son visage, juste une seconde, s'est figé en un masque de colère avant qu'elle ne se reprenne, souriant de force. « Ce n'est rien, mon chéri. Ça arrive. » Mais ses yeux disaient tout le contraire. Un après-midi, environ 3 mois après son arrivée, je l'aidais à ranger ses affaires dans la chambre qui appartenait autrefois à maman. En triant une commode remplie d'écharpes et de gants, j'ai trouvé une vieille photo cachée dans le tissu. Monique, plus jeune, aux côtés d'un homme inconnu. Ensemble, ils tenaient une petite fille de l'âge de Paul. Curieuse, j'ai retourné la photo. Ferdinand, Monique et Clara, 1947. « Qui sont ces gens sur la photo, Madame Monique ?» ai-je demandé naïvement. C'était comme si un interrupteur avait été actionné. Elle m'a arraché la photo avec une telle violence que mon doigt a été éraflé. « Jamais, tu entends? Jamais tu ne fouilles dans mes affaires sans permission. » Ses yeux, d'ordinaire froids et calculés, brûlaient de rage. « Ça ne te regarde pas. Compris? Absolument pas. » J'ai hoché la tête, terrifiée, et j'ai quitté la pièce, le cœur battant à tout rompre. C'était la première fois que je voyais un éclat de la vraie Monique, un aperçu de la femme derrière ce masque soigneusement poli, une femme que j'allais apprendre à connaître bien plus que je ne l'aurais voulu. Ce soir-là, à table, Papa nous annonça qu'il devait partir 2 semaines dans le nord pour le travail. Une nouvelle ligne de chemin de fer allait être ouverte. Plus longtemps que je ne suis jamais partie depuis. Il ne termina pas sa phrase, mais nous savions tous ce qu'il voulait dire. Depuis la mort de maman. « Ne t'inquiète pas, mon amour, » dit Monique en posant sa main sur la sienne. « Je m'occuperai bien des enfants. » Mais quelque chose brillait dans ses yeux, quelque chose de si étrange que mon estomac se noua. C'était la première fois que nous allions rester seuls aussi longtemps avec elle. Si j'avais su ce qui nous attendait, j'aurais supplié papa de m'emmener. Je me serais accrochée à sa jambe, comme Paul le faisait pendant les orages. J'aurais tout fait pour ne pas rester avec elle. Mais je ne savais pas. Je n'étais qu'une fille de 16 ans, trop naïve pour reconnaître les signes, trop inexpérimentée pour sentir le danger approcher. Le lendemain matin, le train est parti. Je suis restée sur le quai à faire signe jusqu'à ce que le dernier wagon disparaisse dans la courbe. Un vide s'est installé dans ma poitrine. Paul me serrait la main si fort qu'on aurait dit qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Quand nous nous sommes retournés pour rentrer à la maison, Monique ne souriait plus. Son visage était durci, ses yeux, si chaleureux en présence de papa, semblaient désormais faits de glace. « Allez, » dit-elle d'un ton sec, « il y a du travail à faire. » Et ainsi commença la période la plus difficile de notre vie. Le moment où nous avons compris qu'un loup ne porte pas toujours une peau d'agneau. Parfois, il attend simplement que le berger soit parti.
Dès que la porte se referma derrière nous, Monique sembla se transformer en une toute autre femme que celle que papa avait laissée derrière lui. Elle retira son foulard, jeta ses escarpins dans un coin, défit le premier bouton de sa robe et poussa un profond soupir, comme si elle se débarrassait enfin d'un lourd costume. « Bien !» annonça-t-elle en se dirigeant vers le vaisselier où papa gardait sa seule bouteille de liqueur. « Maintenant, on passe aux vraies règles de cette maison. » Elle se versa un grand verre et le vida d'un trait. « Premièrement, dit-elle en se retournant vers nous, pas de Madame Monique. Pour vous, je suis la maîtresse de maison. Compris? Et deuxièmement, ajouta-t-elle, c'est fini les jérémiades à propos de ta mère morte, Paul. » Mon petit frère se recroquevilla contre moi, ses yeux écarquillés par la peur et l'incompréhension. Instinctivement, je l'enlaçai, comme pour le protéger du poison qui s'échappait de sa bouche. « Et toi ?» dit-elle en me pointant du doigt d'un regard dur. « Arrête de faire comme si c'était toi qui commandais ici. Ce n'est plus toi, c'est moi. Et il y a tout un tas de tâches que tu as négligées. » Ce même jour, elle me donna une liste de corvées si longue qu'aucun être humain n'aurait pu l'accomplir en une journée. Tout le linge à laver dans l'eau froide de la bassine, y compris les draps. Chaque recoin du parquet à récurer avec une brosse à dents. L'argenterie de grand-mère à faire briller. 3 repas par jour à préparer pendant qu'elle restait allongée sur le canapé. Et en plus, je devais m'occuper du potager derrière la maison. « Et Paul, il doit faire quoi ?» demandai-je, la voix aussi calme que possible. Monique esquissa un sourire glacial, sans chaleur. « Paul a ses propres tâches. Tu n'as pas à t'en occuper. » Le lendemain matin, je compris ce qu'elle voulait dire. Alors que je frottais le parquet du salon à genoux, la peau des mains déjà à vif, je vis Paul par la fenêtre, revenant de la pompe à eau, à près d'un demi-kilomètre, avec 2 seaux presque aussi grands que lui. L'eau débordait, trempant son short. Ses jambes frêles tremblaient sous l'effort. Chaque fois qu'il s'arrêtait pour reprendre son souffle, Monique applaudissait depuis la véranda. « Plus vite, garçon! Le tonneau ne va pas se remplir tout seul! » Je courus dehors, les mains encore mouillées de savon. Il est bien trop petit pour ça. Il va se faire mal au dos. La gifle arriva si vite que je n'eus pas le temps de l'éviter. Sa main brûla ma joue. « Retourne à l'intérieur et au travail, à moins que tu préfères que je raconte à ton père à quel point tu m'as désobéi quand il m'a appelé hier soir. » Ce fut le premier mensonge d'une longue série. Mon père ne pouvait pas appeler. Le village le plus proche avec un téléphone était à plusieurs kilomètres. Mais l'idée qu'il puisse penser que nous causions des ennuis à Monique suffisait à nous terrifier. Il semblait enfin heureux. Comment aurions-nous pu gâcher ça? Et ainsi les jours s'étiraient. Du matin à la nuit, nous travaillions sous la surveillance constante de Monique. Tandis que je nettoyais, cuisinais, frottais, Paul recevait des tâches de plus en plus dures. Couper du bois avec une hache plus lourde que ses bras, nettoyer le poulailler en suffoquant dans la poussière qui faisait pleurer ses yeux, cueillir des fruits dans le plus grand arbre du jardin, perché sur une branche mince qui craquait sous son poids. « Il va tomber !» la suppliai-je un après-midi. « Eh bien, au moins il apprendra à être prudent !» répondit-elle sèchement, les yeux rivés sur son magazine, confortablement installée dans le fauteuil à bascule qui appartenait autrefois à maman. Les repas étaient devenus une autre forme de torture.
Monique mangeait seule. D'abord, les meilleures parts de ce que j'avais cuisiné. Ensuite, Paul et moi pouvions manger ce qu'il restait. Et ce n'était presque rien pour 2 enfants en pleine croissance. Plus d'une fois, je partageais ma portion avec Paul, quand je le voyais fixer son assiette à moitié vide, les yeux pleins de faim. La nuit, une fois autorisé à aller nous coucher, Paul venait de plus en plus souvent dans ma chambre, tremblant de peur ou de froid, ou les deux. « Je peux dormir ici, Cécile ?» chuchotait-il, les yeux remplis de larmes qu'il retenait. « Il y a des bruits bizarres dans ma chambre. » Je savais que ce n'étaient pas les bruits qui l'effrayaient, mais la certitude que le lendemain serait encore rempli d'humiliation et de corvée. Dans le lit étroit, je le serrais contre moi et lui fredonnais doucement les chansons que maman nous chantait. Il était un petit navire, et au clair de la lune, jusqu'à ce que sa respiration s'apaise et qu'il s'endorme. Au 5e jour de ce cauchemar, Monique annonça qu'elle devait rendre visite à une nièce dans le village voisin et qu'elle serait absente toute l'après-midi. Ce fut le premier souffle d'air libre que nous eûmes. Dès que nous entendîmes son vieux fourgon disparaître sur le chemin de terre, je pris Paul par la main et l'emmenai au ruisseau qui longeait le champ des voisins. « Viens, aujourd'hui on a le droit de jouer un peu, » dis-je, espérant faire revenir ce sourire qui quittait peu à peu son visage. Nous avons trempé nos pieds dans l'eau fraîche, lancé des cailloux pour voir lequel rebondissait le plus, et même tenté de pêcher avec une canne improvisée. Pendant quelques heures, nous étions redevenus de simples enfants, comme nous aurions toujours dû l'être. Paul rit pour la première fois depuis des jours, quand un poisson malin prit l'appât sans se faire attraper. « Je crois qu'il est plus intelligent que nous, » dit-il en riant. Son rire cristallin fut le plus beau son que j'avais entendu depuis longtemps. Mais notre petite évasion eut un prix élevé. Le temps nous échappa, et quand nous vîmes que le soleil était déjà bas, nous courûmes à la maison. Monique nous attendait déjà sur la véranda, les bras croisés, le visage tordu par cette expression que j'avais appris à redouter. « Où étiez-vous » demanda-t-elle d'une voix glaciale. « Nous avons fait tout le travail et... » commençai-je. Elle leva la main. « Je n'ai pas demandé ce que vous avez fait. J'ai demandé où vous étiez. » Paul, tremblant à côté de moi, me serra fort la main. « On était au ruisseau, madame, » murmura-t-il. Le silence qui suivit fut pire que n'importe quel cri. Monique nous fixa longuement, comme un serpent observant sa proie avant de frapper. Puis, d'une voix maîtrisée, elle désigna la porte. « Cécile, va préparer le dîner. Paul, toi tu viens avec moi à la grange. On doit parler d'obéissance. » Quelque chose s'allume en moi. « Je peux venir aussi ?» demandai-je vite, sentant Paul me serrer encore plus fort la main. « Non, c'est entre moi et ton frère. Fais ce que j'ai dit. » À contre-cœur, je lâchai sa main. Ses yeux me suppliaient de ne pas le laisser. Mais que pouvais-je faire? Si nous lui désobéissions encore, tout empirerait. Du moins, c'est ce que je croyais, à ce moment-là. Dans la cuisine, mon cœur battait à tout rompre. Par la fenêtre, je les vis marcher jusqu'à la vieille grange, à une certaine distance de la maison. La porte se referma derrière eux, et un mauvais pressentiment noua mon estomac. J'essayais de me concentrer sur le feu, préparant une soupe avec les derniers légumes du garde-manger. Mais mes oreilles restaient à l'écoute. Pendant plus d'une demi-heure, rien.
rien que le crépitement du feu et le gazouillis d'un moineau sous la gouttière. Puis enfin, la porte de la grange s'ouvrit. Paul sortit le premier, marchant raide, les bras collés au corps, comme s'il ne voulait rien toucher. Monique le suivait, quelque chose à la main qu'elle dissimula vite dans son tablier dès qu'elle vit que je les regardais. Pendant le dîner, Paul toucha à peine son assiette. Assis au bord de sa chaise, il sursautait chaque fois que Monique bougeait. Quand j'essayais de croiser son regard, il détourna les yeux. Il fixait son assiette comme si la solution à tous nos problèmes s'y trouvait. Plus tard, quand tout le monde s'était retiré, Paul ne vint pas dans ma chambre, comme il le faisait d'habitude. Inquiète, j'attendis que la lumière s'éteigne dans la chambre de Monique. Puis je me glissai dans le petit couloir jusqu'à la dernière pièce, celle où dormait Paul. Je toquai doucement. Aucun son. Je poussai quand même la porte. Paul était allongé sur le ventre, encore tout habillé. Quand je posai la main sur son épaule, il réprima un gémissement de douleur. « Qu'est-ce qu'elle t'a fait ?» chuchotai-je, la peur et la colère se bousculant dans ma poitrine. Lentement, avec prudence, Paul souleva son t-shirt. Même dans la pénombre, éclairé seulement par la lueur de la lune, à travers la petite fenêtre, je vis les traces rouges sur son dos, des lignes droites, parallèles, les marques d'un bâton. Assez ancienne pour ne plus saigner mais encore fraîche, la peau gonflée et meurtrie. Quelque chose s'est brisé en moi. Une rage que je ne savais pas capable de porter a jailli si fort que je dus mordre ma lèvre jusqu'au sang pour ne pas hurler. C'était en 1953, au cœur de la campagne française, à une époque où les corrections étaient encore fréquentes pour les enfants. Mais ça, ce n'était pas une punition. C'était de la cruauté, du plaisir pris à faire mal. Elle m'a dit que c'était notre secret, murmura Paul entre deux sanglots. Si je le dis à quelqu'un, surtout à toi ou à papa, elle m'enverra dans un pensionnat où ils frappent encore plus fort. Je le serrai contre moi, doucement, pour ne pas toucher ses blessures. Et là, dans le noir, je fis une promesse silencieuse. Monique ne poserait plus jamais la main sur lui. Je trouverais un moyen de le protéger, même si je devais affronter le démon en robe fleurie en face. Le lendemain matin, je commençais ce que j'allais appeler plus tard mon système de protection, un plan silencieux qui, sans que je le sache, allait nous sauver la vie d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Avant même que le coq ne chante, j'étais déjà debout, une clarté nouvelle dans l'esprit. Tandis que j'observais le ciel encore noir par la fenêtre, je compris. C'est à moi de jouer. Je n'étais plus une fille effrayée. J'étais le seul bouclier de mon petit frère. Assise sur le bord de mon lit, je construisis un plan mental. Je devais être plus maligne que Monique. La confronter directement ne ferait qu'empirer les choses, surtout pour Paul. Il était 4h30. Encore au moins 1 heure avant qu'elle ne se réveille. Je me déplaçais sans bruit sur le plancher de bois, évitant les lattes qui grinçaient, et me glissais dans la chambre de Paul. Il dormait mal, sa respiration hachée par la douleur. Je m'assis à côté de lui et touchai doucement son épaule. « Paul !» chuchotai-je. « On doit parler avant qu'elle ne se lève. » Ses yeux s'ouvrirent aussitôt, ce regard vif de celui qui a appris à dormir à moitié éveillé. Je l'aidai à s'asseoir doucement. « Je vais te protéger !» dis-je tout bas. « Mais il va falloir être malin. » Je lui expliquai le nouveau système. Il devait toujours rester dans mon champ de vision.
Si ce n'était pas possible, il devait au moins être à portée de voix. Nous avons répété un signal secret par sifflement, un coup bref pour alerter à « Elle approche !» 2 coups brefs « Cache-toi !» Un long « C'est bon, tu peux revenir !» On s'entraîna jusqu'à ce qu'il l'ait parfaitement mémorisé. « Et le plus important, ajoutai-je, tu ne dois jamais rester seul avec elle. Si elle t'envoie quelque part, dis que tu dois aller aux toilettes et viens me chercher. » Paul acquiesça, les yeux remplis de peur et d'espoir. Ce regard d'un enfant qui met toute sa confiance en toi m'a donné une force nouvelle. À partir d'aujourd'hui, je me lèverai encore plus tôt, lui promis-je. Je ferai tout le travail difficile avant qu'elle n'ait le temps de t'en charger. Ce matin-là, au lever du jour, j'avais déjà rempli à moitié le tonneau d'eau de pluie, nourri les poules et dressé la table du petit déjeuner. Quand Monique entra dans la cuisine, titubant de sommeil, les yeux gonflés, sans doute à cause de la boisson de la veille, elle resta un moment figée devant la table bien mise. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle d'un ton suspicieux. « Je me suis dit que vous aimeriez bien commencer la journée sur une bonne gourmande, madame. » répondis-je les yeux baissés, évitant soigneusement tout défi. Elle me regarda un instant en silence, comme si elle tentait de deviner si je préparais un coup. Finalement, elle haussa les épaules et s'assit. « Où est ton frère ?»« Il a déjà nourri les poules et il nettoie les tables. » mentis-je sans effort. En réalité, Paul était caché au grenier, mangeant une tranche de pain à la confiture que j'avais gardée de côté pour lui. Monique sourit, un sourire vide, froid. « Tu vois ? Vous commencez enfin à comprendre. » J'appris vite. Mieux vaut prévenir que guérir. Chaque soir, je planifiais minutieusement le lendemain. Quelle corvée pouvais-je faire avant l'aube? Comment détourner son attention au moment critique? Où cacher un peu de nourriture pour Paul et moi? Je commençais à étudier ses humeurs. Il y avait un schéma. Les matins où elle se levait avec le visage bouffi et les yeux rouges. Elle était d'humeur particulièrement explosive. Ces jours-là, je provoquais volontairement une diversion. Je renversais de la farine pour devoir nettoyer, pendant que Paul pouvait filer dehors. Ou je criais avoir vu un rat dans le garde-manger, sachant sa peur panique des rongeurs. Pour les enfants d'aujourd'hui, cela peut sembler absurde. Pourquoi ne pas appeler à l'aide? Mais en 1953, dans un hameau isolé, un enfant ne demandait jamais de l'aide, et encore moins contre la femme de son père. Nos voisins les plus proches vivaient à plusieurs kilomètres, et les histoires de famille ne regardaient personne. C'était la règle. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, quelque part en France, dis-moi, qu'aurais-tu fait à ma place? C'est bouleversant, mais j'espère que ce témoignage aidera quelqu'un. Une des priorités de mon système était de m'assurer que Paul ait assez d'énergie pour tenir. Comme Monique rationnait strictement notre nourriture, j'ai commencé à cultiver en cachette un petit potager derrière l'abri à bois, dissimulé dans l'ombre des arbres. Je me suis aussi liée d'amitié avec la fille de la blanchisseuse, qui passait les mardis et jeudis. En échange de petits services, recoudre un bouton, réparer la robe d'une poupée, elle me donnait de temps à autre un œuf ou un morceau de fromage volé discrètement dans la cuisine de ses patrons. Un autre point essentiel, veiller à ce que Monique ne découvre jamais notre plan. J'ai appris à lire ses expressions, sa gestuelle.
quand elle se redressait d'un coup et se mettait à tapoter la table de ses ongles, je savais qu'elle allait inventer un prétexte pour punir Paul. Dans ces moments-là, je faisais tomber un objet exprès ou je lui posais une question sur sa vie d'avant. J'avais remarqué qu'elle aimait parler de son prétendu passé brillant en ville avant d'épouser papa. Les nuits devinrent notre refuge. Après quelques verres de la liqueur précieuse de papa, Monique s'endormait profondément. Alors Paul me rejoignait dans ma chambre. À la lueur vacillante d'une bougie, cachée sous mon lit, nous reprenions son apprentissage. Depuis la mort de maman, il n'allait plus à l'école, personne pour l'y conduire. Et Monique jugeait le travail plus utile que les livres. La maîtresse a dit que j'étais bon en calcul, murmurait Paul pendant qu'on révisait les tables de multiplication. Et elle avait raison, répondais-je. Tu retourneras à l'école et tu seras le meilleur. J'utilisais le vieux cahier de recettes de maman pour lui apprendre à lire. Chaque ingrédient, chaque instruction devenait une leçon. Pour les mathématiques, on utilisait des haricots que je chipais dans le garde-manger. La biologie, on l'apprenait grâce aux plantes de notre jardin secret. L'histoire, je la racontais à travers les récits que maman m'avait transmis. Mais on ne pouvait pas toujours éviter sa colère. Par une après-midi suffocante, alors que l'air semblait trop lourd pour respirer, Monique découvrit que j'avais mis de côté un morceau de gâteau pour Paul. « C'est comme ça que vous me remerciez ?» hurla-t-elle, le visage tordu par la fureur. « Vous me volez de la nourriture maintenant ? Ce n'est pas du vol. » répondis-je calmement. Je l'avais juste gardé pour plus tard. Il a faim après avoir travaillé sous ce soleil. La gifle fut si violente que je perdis l'équilibre et faillis tomber. Le goût métallique du sang emplit ma bouche, là où ma dent avait entaillé l'intérieur de ma joue. « Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu ?» siffla-t-elle en approchant son visage du mien. « Tu penses que je ne comprends pas ce que tu essaies de faire ? Tu veux me faire passer pour la méchante, pour que ton père me renvoie, comme les autres. » Les autres. Ces mots résonnaient dans ma tête. Quels autres? L'homme sur la photo? La fillette qui ressemblait tant à Paul? Je ne sais pas de quoi vous parlez, répondis-je, en gardant un ton poli malgré la colère bouillonnante en moi. Je sais très bien que tu écris des lettres en cachette à ton père, m'accusa-t-elle, alors que c'était une pure invention, et que tu racontes des mensonges sur moi. À ce moment-là, Paul fit irruption dans la cuisine, les yeux écarquillés de peur à la vue de la scène. « On n'a rien fait !» cria-t-il, sa voix se brisant au milieu de la phrase. C'était la première fois que je le voyais tenir tête à Monique. À ma grande surprise, elle recula d'un pas. Il y avait dans les yeux de Paul une détermination, presque identique à celle de papa, qui la désarçonna. Après un dernier regard furieux, elle claqua la porte derrière elle, marmonnant qu'elle avait besoin d'air frais avant de faire quelque chose de regrettable. Dès qu'elle disparut de notre vue, j'attirai Paul contre moi. « Pourquoi elle nous déteste autant ?» demanda-t-il avec cette innocence douloureuse, propre aux enfants, qui tentent de comprendre la cruauté des adultes. « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement, « mais je pense que ça ne parle pas vraiment de nous. Il y a quelque chose dans son passé qui la brisait. » Ce soir-là, alors que je posais une compresse froide sur ma joue tuméfiée, je fis une découverte qui allait tout changer. Monique avait laissé son journal intime sous le coussin du fauteuil à bascule, sur la véranda. En temps normal,
jamais je n'aurais violé l'intimité de quelqu'un. Mais notre sécurité était en jeu. Les mains tremblantes, j'ouvris le carnet brun et me mis à lire. Les premières pages parlaient de sa vie en ville, avant qu'elle ne rencontre papa. Mais ensuite, les noms de Ferdinand et de ma petite Clara apparurent. Plus j'avançais, plus l'histoire devenait tragique. Son premier mari l'avait quittée en emmenant leur fille, la fillette de la photo. Entre les lignes, je compris qu'il était parti après avoir découvert qu'elle souffrait de troubles de l'humeur, des crises de colère suivies de longues périodes de dépression. Monique avait tenté à plusieurs reprises de récupérer la garde de Clara, en vain. La dernière note mentionnait qu'ils étaient partis vivre à Paris et qu'elle n'avait plus jamais réussi à les retrouver, même après avoir économisé 2 fois assez d'argent pour faire le voyage. Je refermai le journal avec le cœur lourd et le remis exactement à sa place. Je comprenais enfin un peu mieux le monstre qui vivait chez nous. Il faisait toujours peur, mais maintenant, il avait un visage. La perte de sa fille l'avait transformé en quelqu'un capable de faire souffrir d'autres enfants. Cette découverte ne justifiait rien, mais elle m'offrait une arme nouvelle, la compréhension. Le lendemain matin, je déposai discrètement une petite fleur des champs sur la table, une simple marguerite sauvage. Quand Monique la vit et me demanda pourquoi, je répondis simplement « Maman disait toujours qu'une fleur rend n'importe quelle pièce plus jolie. Peut-être que ça ramène de bons souvenirs. » Je vis quelque chose changer dans ses yeux, une lueur d'humanité. Elle ne dit rien, mais ne jeta pas la fleur non plus. Elle la plaça dans un verre d'eau. À partir de ce moment-là, j'intégrais de petits gestes calculés à notre système de protection. Pas par pitié, par stratégie. Je laissais échapper, comme par hasard, que Paul aurait sûrement aimé avoir une grande sœur à admirer, sachant que cette remarque toucherait une de ses vieilles blessures. Ou bien je lui demandais si elle pouvait m'apprendre à faire son fameux gâteau de semoule, celui dont elle parlait un jour avec tant de fierté. Ces gestes ne firent pas d'elle une belle-mère aimante, mais ils créaient parfois de courts instants de calme, des moments où nous pouvions respirer. C'était comme danser avec un serpent, dangereux, épuisant, mais nécessaire pour survivre. Pendant presque une semaine, notre système fonctionna. Je me levais avant le lever du soleil, faisais les corvées les plus lourdes, protégeais Paul et gardais Monique occupée ou assez satisfaite pour éviter qu'elle n'explose. Mais la veille du retour de papa, tout s'écroula. Cette nuit-là allait rester gravée sous un seul nom, la nuit de la fièvre. L'orage éclata en fin d'après-midi, un de ces orages qui noircissent le ciel et font plier les arbres, comme s'ils allaient s'arracher du sol. Les éclairs fusaient sans cesse, le tonnerre faisait vibrer les vitres. « Ça va être une nuit difficile », marmonna Monique en regardant les nuages arriver par la fenêtre. « Ton père revient demain. Enfin, s'il y a encore un train qui roule dans cette tempête. » Ces mots allumèrent une étincelle d'espoir. Encore une nuit, une seule, encore une nuit et papa serait là, une nuit à endurer, et peut-être un peu de paix. Le dîner se déroula en silence, seulement rythmé par le bruit des couverts et le grondement du tonnerre. Paul mangeait à peine. Il remuait son riz aux haricots sans vraiment le toucher. Son visage était plus rouge que d'habitude, mais je pensais que c'était à cause de la chaleur étouffante. « Puis-je me retirer, madame ?» demanda-t-il, la voix à peine audible. Monique le fixa un instant, comme si elle cherchait une excuse pour dire non.
Puis elle acquiesça. « Va, n'oublie pas de préparer du bois sec pour demain matin. » Paul recula lentement sa chaise et quitta la pièce, les épaules basses d'une manière qui m'inquiéta. Je fis la vaisselle à toute vitesse et montai à sa chambre. La pluie fouettait le toit comme des draps qui claquent au vent. Je toquai doucement. Pas de réponse. J'ouvris prudemment la porte. Il était déjà sous les couvertures, malgré la chaleur. « Paul ?» chuchotai-je en m'approchant. Quand je touchais son front, je sursautais. Il était brûlant. « Je me sens bizarre, Cécile. » murmura-t-il, les yeux vitreux fixant le plafond. « J'ai mal partout. » Je m'assis à côté de lui, repoussai les mèches trempées de son front et sentis la panique monter. En 1953, dans un village isolé, une simple fièvre pouvait devenir fatale. Il n'y avait pas d'antibiotiques, pas d'hôpital à proximité. Comme beaucoup d'anciens qui écouteront ceci s'en souviennent, on comptait sur les remèdes maison, transmis de mère en fille. « Je vais chercher quelque chose pour t'aider. N'aie pas peur, » murmurai-je. Je sortis de la chambre en silence pour ne pas réveiller Monique. Dans la cuisine, je préparais une tisane de feuilles d'oranger avec du miel, la recette que maman utilisait quand on était malade. Je remplis un seau d'eau froide et pris des linges propres. Dans le salon, je vis Monique endormie dans son fauteuil, un verre vide posé à côté d'elle. Au moins, c'était à notre avantage. De retour dans la chambre de Paul, je commençai les soins. Compresse froide sur le front et les aisselles, tisane chaude pour éviter la déshydratation. Pendant un moment, ça sembla fonctionner. Sa peau se rafraîchit légèrement et il s'assoupit un instant. Mais vers 10 heures, la fièvre revint, plus forte. Paul se mit à délirer, prononçant des phrases incohérentes, appelant maman. Ses lèvres craquelaient de sécheresse, sa respiration devenait lourde, irrégulière. Je compris, de plus en plus affolé. C'était trop grave pour de simples remèdes. Il nous fallait un médecin. Mais le seul docteur de la région vivait en ville, à 12 kilomètres de là. Avec cet orage, la nuit, à pied, impossible. Nous n'avions ni vélo, ni voiture, ni cheval. Il ne restait qu'une seule option. Monique devait savoir. Le cœur lourd, je retournai au salon où elle dormait encore. Son visage avait une expression étonnamment paisible, presque maternelle. Une ironie cruelle, vu les cauchemars qu'elle éveillait lorsqu'elle était consciente. « Madame !» chuchotai-je, en touchant doucement son épaule. « Madame, je dois vous parler. » Elle se réveilla en sursaut. Ses yeux, d'abord embrumés, retrouvèrent bien vite ce regard glacial. « Qu'est-ce que tu veux à cette heure-ci ?»« C'est Paul. Il est très malade. Il a une forte fièvre. Il faut un médecin. » Monique se redressa lentement dans son fauteuil, agacée. « Ce n'est qu'une fièvre d'enfant. Donne-lui une tisane et demain ça ira. »« J'ai déjà essayé, » insistai-je. « Mais la fièvre continue de monter et il délire. S'il vous plaît, il faut chercher de l'aide. » Il y avait peut-être quelque chose dans ma voix qui la toucha, car elle se leva et me suivit jusqu'à la chambre de Paul. Lorsqu'elle le vit, le visage rouge et crispé, le petit corps tremblant malgré la chaleur, les yeux mi-clos, son expression changea. « Depuis quand il est comme ça ?» La fièvre a commencé cet après-midi, mais ça s'est aggravé ces dernières heures. Expliquai-je, les mains moites. Elle toucha son front et fronça les sourcils. Pour la première fois depuis son arrivée, je crus voir dans ses yeux une véritable inquiétude. « Ton père me tuerait s'il arrivait quoi que ce soit au garçon », murmura-t-elle plus pour elle-même que pour moi. Puis elle se redressa. «
C'est impossible d'aller chercher un médecin par ce temps. Il faut qu'on tienne jusqu'au matin. » À ce moment précis, Paul eut une crise. Son corps se courba en arc, ses yeux roulèrent vers l'arrière, et un cri aigu lui échappa. « Sainte Marie !» cria Monique en reculant d'un pas. « Faites quelque chose !» hurlai-je, dépassant la peur et la politesse que j'avais cultivées pendant des jours. « Il pourrait mourir !» Et alors, un événement inattendu se produisit. Monique sembla se transformer sous mes yeux. Le masque d'indifférence tomba, remplacé par une détermination presque professionnelle. « Enlève les couvertures, il faut faire baisser la fièvre immédiatement », ordonna-t-elle en retroussant ses manches. « Apporte de l'eau froide, des linges propres, et si tu en as, la bouteille d'alcool dans le cellier. » Je courus chercher ce qu'elle demandait, confuse par ce revirement soudain. Quand je revins, elle avait déjà retiré la chemise trempée de Paul. En short seulement, il était allongé là, pendant qu'elle appliquait des compresses fraîches sur son cou, ses aisselles et son aine. « Ma mère était sage-femme, » dit-elle en mélangeant de l'alcool à de l'eau. « J'ai vu beaucoup d'enfants avec des fièvres comme celle-ci. Il faut éviter une seconde crise. » Les heures suivantes, nous travaillâmes en silence. Côte à côte, nous changions les linges toutes les quelques minutes. Monique possédait une connaissance surprenante des soins maison. Elle prépara une infusion d'herbes qu'elle sortit d'un petit sac en toile, bien dissimulé dans sa valise. « Ouvre sa bouche, doucement, » dit-elle en tenant une cuillère de liquide amer. « Ce n'est pas bon, mais c'est efficace. » Dehors, la tempête faisait rage, comme si le ciel lui-même se révoltait. Mais dans cette petite chambre, il régnait une paix fragile. Je la vis masser les jambes de Paul quand des crampes le prenaient. Elle murmurait des mots doux lorsqu'il appelait maman dans ses délires. « Clara faisait aussi des crises de ce genre, » dit-elle vers 3 heures du matin, au moment où la pluie faiblissait. « Ma fille, j'ai failli la perdre une nuit comme celle-ci. » Je ne répondis rien, de peur de briser ce moment de vulnérabilité. « Je ne sais plus comment être une mère, » murmura-t-elle presque inaudiblement. « Quand Ferdinand m'a enlevé Clara, une part de moi est morte. » La lune perça les nuages à cet instant, projetant une lumière argentée sur son visage. Je vis les larmes couler sur ses joues et compris enfin qui se cachait derrière le masque monstrueux. Une femme brisée par la perte et les échecs qui avait transformé sa douleur en haine. Vers 5 heures du matin, la fièvre de Paul commença enfin à tomber. Sa respiration se calma. Sa peau n'était plus brûlante. Ses joues reprenaient des couleurs. « Il va s'en sortir !» déclara Monique en se redressant après des heures passées à son chevet. « Le pire est passé !» Nous avions veillé toute la nuit ensemble, unis pour sauver une petite vie. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour nous, pour notre avenir dans cette maison? Quelque chose avait changé, mais je ne savais pas encore quoi. Quand les premiers rayons du soleil illuminèrent la chambre, on entendit au loin le sifflement du train. Papa ne tarderait plus à rentrer, sans savoir une seule chose de ce qui s'était passé pendant son absence. Monique resta un instant dans l'encadrement de la porte, regardant Paul dormir paisiblement. « Va te reposer un peu, » dit-elle d'une voix que je ne reconnus pas tout de suite. Puis je compris. C'était de la gentillesse. « Je préparerai le petit déjeuner pour ton père. » Lorsqu'elle fut partie, je m'assis près de Paul et caressai ses cheveux humides.
Il ouvrit lentement les yeux, leur éclat revenu. « J'ai rêvé d'une maman », murmura-t-il d'une voix rauque. Elle m'a dit que tout irait bien. Je ravalai mes larmes. Et c'est vrai, Paul, je te le promets. Nous ne le savions pas encore, mais cette nuit d'orage, cette nuit de la fièvre, était un tournant. Les cicatrices que Monique nous avait infligées ne disparaîtraient pas, et son comportement ne changerait pas du jour au lendemain. Certaines blessures sont trop profondes. Mais il s'était passé quelque chose. Pendant une nuit, nous avions vu l'être humain derrière le monstre. Et peut-être, juste peut-être, avait-elle vu en nous autre chose qu'une menace. Des enfants, comme sa Clara perdue, qui cherchaient seulement de l'amour et un peu de sécurité. Tandis que je regardais le soleil se lever dans un ciel orangé, après la tempête, je sentis quelque chose grandir en moi. Les semaines, les mois, même les années à venir seraient encore dures. Mais cette nuit m'avait appris une chose. Même dans les ténèbres les plus profondes, de petites lumières peuvent surgir des endroits les plus inattendus. Et quand le sifflement du train se fit de nouveau entendre, cette fois tout près, je sus que notre histoire était loin d'être terminée. Les cicatrices que nous portions allaient peu à peu se transformer en sens. Un sens qui m'a accompagné pendant 70 ans, jusqu'à aujourd'hui, où je vous raconte mon histoire. Depuis la véranda, je vis papa descendre du train, sa vieille valise de cuir à la main, le visage illuminé, en apercevant notre maison. Ce sourire sincère, si rare depuis la mort de maman, me tira des larmes. Il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé ces 2 dernières semaines. Monique était déjà allée l'accueillir à la gare. Sa robe fleurie impeccable, ses cheveux soigneusement coiffés, comme si la femme qui avait veillé toute la nuit auprès d'un enfant fiévreux n'avait jamais existé. De loin, j'aperçus leur étreinte, leur baiser, la manière dont elle prit sa valise avec douceur. « Où sont les enfants ?» demanda papa en montant les marches de la véranda. « Paul se repose encore un peu, » répondit Monique d'un ton préoccupé. « Il a eu un peu de fièvre cette nuit, mais ça va mieux. Cécile est avec lui. » Ce n'était pas un mensonge, juste l'omission du reste. Les punitions, les humiliations, le labeur. Un instant, j'ai failli courir vers lui pour tout lui révéler. Mais je vis son visage apaisé. Il semblait avoir enfin retrouvé un peu de paix, après tant de deuil. Quand papa entra dans la chambre de Paul, il s'agenouilla aussitôt à côté du lit. Son regard parcourut avec inquiétude le visage de mon petit frère. « Comment va-t-il vraiment ?» chuchota-t-il. « La nuit a été très dure, » répondis-je honnêtement. Sa fièvre a grimpé en flèche. Il a même eu une crise. Mon père pâlit brusquement. « Pourquoi n'êtes-vous pas allé chercher le docteur ?»« Le docteur Vaugrenard ?» La tempête était trop violente, dit Monique, qui était entrée sans bruit dans la chambre. Les routes devaient être impraticables, mais nous avons veillé sur lui toute la nuit. Cécile n'a pas fermé l'œil une seconde. Je la regardais, surprise par ce compliment inattendu. Nos regards se croisèrent. Il y avait quelque chose de silencieux entre nous. Une reconnaissance peut-être, que nous avions toutes les deux changé cette nuit-là. Les jours qui suivirent apportèrent un calme étrange dans la maison. Monique restait stricte, parfois sèche, mais les violences cessèrent complètement. Paul retourna à l'école communale de Saint-Laurent, comme papa l'avait prévu avant son départ. Et moi, j'eus l'autorisation d'aider 3 fois par semaine à l'épicerie de Monsieur Jacquet. Cela me rapportait quelques pièces
et m'offrait surtout une échappatoire à l'atmosphère pesante de la maison. Un après-midi d'août de mars 1954, presque 6 mois après la nuit de la fièvre, j'y recroisais le chemin de Sophie, la fille aînée du curé Adrien, tout juste rentrée de ses études à Paris, où elle préparait son diplôme pour devenir institutrice. « Cécile Moreau, c'est bien toi? Comme tu as grandi !» s'écria-t-elle en m'enlaçant avec chaleur. Sophie avait 7 ans de plus que moi, mais nous avions été voisines, autrefois, avant que sa famille n'emménage dans le presbytère du village. Nous discutâmes presque 1 heure, pendant qu'elle attendait sa commande pour la kermesse paroissiale. « Et depuis que ta belle-mère est là, comment ça se passe ?» demanda-t-elle à voix basse. « Mon père a l'air heureux dans son nouveau mariage. » Dis-je, hésitante. Que devais-je vraiment révéler? Sophie sentit ma réserve et me pressa doucement la main. Les murs entendent tout, mais ce qu'on confie dans une sacristie y reste, dit-elle en souriant avec compassion. Si tu veux parler, je serai là demain après la messe de 6 heures. Cette rencontre changea le cours de ma vie. À l'ombre de l'autel entouré des dentelles brodées par les dames de la paroisse, je vidais mon cœur. Je racontais tout sur ces 2 semaines d'enfer, les corvées absurdes, les punitions, la peur. Mais je racontais aussi la nuit de la fièvre et le moment où j'avais aperçu l'humanité brisée derrière le masque cruel. « Cécile, » dit doucement Sophie en posant une main sur la mienne, « ce que tu as fait pour protéger ton frère est remarquable. Peu de gens ont une telle force. » Je secouai la tête. Je ne me sentais pas digne d'un tel éloge. « Que dois-je faire ?» demandai-je. « Tout dire à papa ? Il semble si heureux. » Sophie réfléchit quelques instants. « Fais confiance à ton intuition. Mais souviens-toi, les secrets douloureux finissent rarement enfouis pour toujours. Ils trouvent tôt ou tard leur chemin vers la lumière. » Elle avait raison, bien sûr, mais jamais je n'aurais imaginé comment la vérité émergerait. 3 semaines plus tard, en rentrant de l'épicerie, je trouvai Monique dans le jardin. Elle était agenouillée devant le potager que j'avais discrètement cultivé derrière la remise. Mon cœur se serra. Ce jardin était notre réserve secrète, cruciale à l'époque pour nourrir Paul, même si, ces derniers mois, l'urgence avait diminué. « Que faites-vous » demandai-je avec précaution. Monique se redressa lentement et s'essuya les mains sur son tablier. « Ces laitues ne sont pas au bon endroit. Trop de soleil ici. » Ce n'était pas la réponse à laquelle je m'attendais. « Vous saviez pour le jardin ?» Elle esquissa un sourire triste. « Je sais beaucoup de choses, Cécile. Je l'ai toujours su. » Nous restâmes silencieux un moment. Le soleil projetait nos ombres sur la terre, encore humide. Il y avait quelque chose de différent chez Monique ce jour-là. Une fragilité que je ne lui connaissais pas. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui, » dit-elle enfin, « de Ferdinand, mon ancien mari. » Je sentis mon estomac se nouer. Cela faisait si longtemps que j'avais découvert sa photo, lu en cachette son journal. Clara est morte il y a 3 mois. Méningite. Sa voix était plate, comme si elle parlait d'une inconnue. Elle avait presque l'âge de Paul. « Je suis désolée, » murmurai-je, et à ma propre surprise, je le pensais sincèrement. Monique hocha la tête, tourna les talons, puis s'arrêta après quelques pas, sans se retourner. Les radis pousseraient bien ici, à côté des carottes. La terre est bonne. C'était ce qui s'approchait le plus d'un traité de paix entre nous. Les mois suivants, nous vécûmes dans une sorte d'équilibre fragile,
Monique ne devint jamais une belle-mère aimante sortie d'un conte de fées, mais les mauvais traitements avaient cessé. Le soir, un verre de liqueur à la main, elle évoquait parfois Clara, des récits douloureux, comme une tentative de la faire revivre à travers les mots. Et j'écoutais, pas par pitié au départ, mais parce que chaque histoire m'aidait à mieux comprendre cette femme. Avec le temps, il naquit entre nous quelque chose qui ressemblait à du respect, ni de l'amitié, ni de l'affection, mais une reconnaissance mutuelle, née du fait que nous portions toutes les deux des blessures profondes. En 1956, à mes 19 ans, Sophie revint au village comme directrice de l'école primaire. C'est elle qui m'encouragea à passer le concours pour l'école normale, et je fus reçue. Monique ne s'opposa pas lorsque je lui annonçai que je partais étudier en ville. « Tu as un esprit affûté ?» dit-elle simplement. « Ce serait un gâchis de ne pas t'en servir. » Les années passèrent. En 1960, je reçus mon diplôme et revins enseigner dans notre village. Paul, alors âgé de 14 ans, était un élève modèle. Il rêvait de devenir médecin. Et ce rêve devint réalité. En 1972, il obtint son diplôme de pédiatre à l'université de Toulouse. Papa et Monique restèrent mariés jusqu'à ce que, en 1968, il meurt subitement d'une crise cardiaque. Le soir des obsèques, Monique était seule sur la véranda, le regard perdu dans les étoiles. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demandai-je, sans vraiment attendre de réponse. « Retourner à Paris. Ma sœur y habite. » Je hochai la tête. Je pensais que c'était la fin de notre étrange et douloureux lien. Mais avant son départ, elle me remit un petit paquet, enveloppé dans du papier kraft. « Pour que tu n'oublies jamais, » dit-elle simplement. Des semaines plus tard, lorsque j'eus enfin le courage de l'ouvrir, je découvris son journal. Il contenait de nouvelles pages que je n'avais jamais lues. Sur les dernières, une confession me coupa le souffle. Quand Joss m'a amené dans cette maison, j'ai vu en Paul le fils que je n'ai jamais eu, et en Cécile, la rivale capable de voler l'amour de mon nouveau mari. J'ai transformé ma douleur en poison, et j'ai failli détruire 2 enfants innocents. Je ne mérite pas le pardon, mais peut-être, un jour, comprendront-ils que le monstre qu'ils voyaient, ce n'était pas moi. C'était ma peine, habillée de ma peau. Ces mots me hantèrent des années. Ils n'étaient pas une excuse, mais un regard que la jeune fille blessée que j'étais ne pouvait encore saisir. En 1975, à 38 ans, mariée et mère de 2 enfants, j'appris que Monique était morte dans une maison de retraite à Paris. Ce que je ressentis, je n'aurais su le dire. Pas de tristesse, pas de soulagement. Peut-être simplement une fin. Cette même année, j'ai fondé la première maison d'accueil pour enfants maltraités de notre région. J'ai utilisé l'argent de la vente de la maison familiale et j'ai reçu un soutien inestimable de la part de Sophie, désormais directrice de l'école communale. Paul, déjà un pédiatre reconnu à Paris, revenait chaque mois pour soigner gratuitement nos enfants. « Pourquoi avoir choisi ce travail, Madame Moreau ?» m'a demandé un jeune journaliste lors de l'inauguration. « Qu'est-ce qui vous a poussé ?» J'ai regardé les cicatrices sur mes mains, vestiges d'un passé de corvée et de survie, et j'ai souri, car j'ai appris que les cicatrices les plus profondes sont invisibles, et que même les âmes les plus brisées peuvent guérir avec de la patience et de la compréhension. Au fil des années,
des dizaines d'enfants sont passés par les portes de notre refuge. Certains venaient de foyers détruits par l'alcool. D'autres avaient connu la violence ou l'abandon. En chacun d'eux, je voyais un peu du petit Paul de 7 ans, tremblant de peur dans la remise, ou de la Cécile de 16 ans, prête à tout pour protéger son frère. Aujourd'hui, à l'âge de 88 ans, je me retourne et je vois à quel point ces 2 semaines terribles de 1953 ont façonné ma vie entière. Le système de protection que j'avais improvisé est devenu une véritable méthode. Une méthode que j'ai transmise à des dizaines de pédagogues. Des outils pour reconnaître les signes de maltraitance, intervenir sans blesser davantage, reconstruire la confiance dans des cœurs fracturés. Et en ce qui concerne Monique, il m'a fallu des décennies pour faire la paix avec son souvenir. Pas pour excuser ses actes, mais pour comprendre une vérité difficile. Les personnes blessées finissent souvent par blesser les autres. La jeune fille que j'étais autrefois, celle qui a tant souffert sous ses mains, a fini par comprendre que la véritable guérison commence lorsque l'on transforme ses cicatrices en quelque chose de plus grand que soi. Paul est maintenant grand-père. Ses petits-enfants sont déjà des adolescents. Lors des fêtes de famille, nous parlons encore parfois de cette époque, non plus avec douleur, mais avec cette lucidité que seuls les ans peuvent offrir. « Tu m'as sauvé la vie 2 fois, me dit-il toujours. Une fois pendant la nuit de la fièvre, et tous les jours suivants, quand tu m'as protégé d'elle. » Mes chers amis, si cette histoire vous a touchés aujourd'hui, sachez ceci. Aussi noire que soit la nuit, l'aube finit toujours par arriver. Les cicatrices que nous portons peuvent nous façonner, sans jamais nous enfermer. Elles peuvent devenir notre mission la plus profonde. Merci à vous d'avoir marché avec moi sur ce chemin de mémoire. Je sais qu'il n'est pas facile d'écouter des récits emplis de douleur, mais j'espère que vous y avez aussi trouvé un peu d'espérance. Et toi, qui regardes en ce moment, toi qui portes des cicatrices invisibles, sache que tu n'es pas seul.